relation microbiote intestin. Et puis, depuis pas mal de temps, des relations cliniques très développées avec les services de nutrition, ce qui permet d'avoir justement une vision maintenant en transversalité, hein. On est vraiment dans le bench to bed pour apporter quelques solutions novatrices dans la prise en charge de nos patients. Et donc, elle va nous présenter les éléments qui ont conduit à la mise en place de sa start-up Carambouche. Donc Muriel, je te laisse la parole et puis donc on va dire aux spectateurs de n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein. Vous avez le chat pour ça et on se fera vos relais à l'issue de la présentation. Ok, merci Nathalie. Du coup, je vais partager mes diapos. Vous me dites si tout est ok, si vous les voyez. C'est parfait et on est en plein écran, c'est parfait. C'est bien. Et est-ce que vous m'entendez Et on bien? t'entend parfaitement. D'accord. Oui, très bien. Donc, je vais Merci. rester à cette distance-là de mon micro. Euh, eh bien, bonjour à tous et merci Nathalie. Juste une précision, en fait, l'équipe Probiote, elle est dirigée par Philippe Langella, mais en effet, je fais partie de cette équipe Probiote dans l'unité Michaelis à l'INRAE et nous sommes situés à Jouy-en-Josas. Donc ce soir, on va parler de probiotiques et d'application, d'exploitation en fait de ces probiotiques et de ces souches à potentiel santé. Donc souvent, les souches qui vont devenir des probiotiques, eh bien, viennent de réservoirs de souches naturelles, comme par exemple peuvent être les aliments fermentés. Ici, vous avez la photo d'un aliment fermenté africain, le bensalga, qui est très riche en nouvelles souches. Ces souches peuvent également venir de tissus ou humains ou de fluides humains comme les selles, la salive, les matières fécales, bref, les microbiotes d'une façon générale. Donc, à partir de ces réservoirs de souches qui sont complexes, hein, qui contiennent plusieurs souches, eh bien, on met en place un processus de sélection pour essayer d'isoler une ou des souches d'intérêt. Il y a évidemment un processus de vérification pour vérifier l'innocuité de ces souches. Et après, on utilise ces souches pour différentes applications, soit dans l'alimentation, le meilleur exemple étant par exemple le yaourt avec les lactobacilles et les streptocoques thermophilus, mais aussi des applications en termes de santé, comme par exemple le développement de nouveaux médicaments à partir de postbiotiques ou de nouvelles bactéries commensales, comme par exemple Faecalibacterium prausnitzii ou Akkermansia mucinifila. Donc, aujourd'hui, on va parler des applications santé des souches et l'exemple que je vais prendre est l'exemple qu'on a développé au laboratoire où cette fois-ci, on est parti du raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on est parti de l'application qu'on souhaitait, qui était une application en alimentation ciblant des adultes à risque de dénutrition. Ça signifie qu'on a essayé de chercher des souches qui pouvaient avoir un intérêt pour cette application dans le cadre d'un développement alimentaire. Et c'est ainsi qu'on a sélectionné un réservoir de souches tout à fait particulier et qu'on a décliné en fait ce processus de sélection et de vérification de façon et en gardant toujours en tête l'application qu'on s'était donnée a priori. Alors, pourquoi on a ciblé ces adultes, qui sont donc des personnes âgées à risque de dénutrition? Eh bien, parce qu'ils présentent une fragilité métabolique, notamment par exemple avec un niveau d'inflammation assez élevé. Ils présentent également des besoins nutritionnels spécifiques, avec par exemple un besoin accru en apport protéique, mais en même temps, il est décrit dans la littérature une baisse de la diversité et de la stabilité du microbiote, ce qui fait que l'efficacité de la digestion et de la protection qui est due au microbiote, eh bien, cette efficacité, elle est réduite. Donc, c'est en ayant en tête ça
qu'on a dessiné un processus de sélection de la souche, et la souche à laquelle on est arrivé s'appelle la L-caséi CNCM 5663. Donc, en partant de cette volonté, en fait, de développer une application particulière, eh bien, on a utilisé un réservoir de souche tout à fait particulier, que sont les selles humaines d'un patient atteint de syndrome de Grelcourt, et on a décliné le processus de sélection de façon tout à fait particulière pour chercher des souches qui vont présenter une activité favorisant l'assimilation des aliments. Alors, qu'est-ce qu'un patient atteint du syndrome de Grelcourt? Donc ça, on a travaillé en collaboration avec Francisca Joly et Nathalie Capel, d'ailleurs. Donc, je ne suis pas spécialiste de ces patients, évidemment, c'est Francisca Joly qui est spécialiste, mais le Grelcourt, en fait, c'est une maladie rare qui, pour la plupart du temps, est due et liée à un infarctus du mésentère et qui fait que cet infarctus, eh bien, a nécessité une résection intestinale. Alors, le patient 0 dont je vous parle a eu une résection intestinale très, très forte, ce qui fait qu'en fait, il a pratiquement plus d'intestin grêle et il a seulement une partie de son côlon. Donc, cette résection intestinale conduit bien évidemment à une insuffisance intestinale chronique puisque la surface absorptive est diminuée. On observe chez ces patients, et ça a été très bien décrit par Francisca Joly, une hyperphagie compensatrice, une augmentation de la surface d'absorption de l'intestin résiduel et notamment du côlon résiduel. On observe également une augmentation de la production de GLP-1 et curieusement, alors que ces patients sont en malabsorption chronique, eh bien, on observe assez peu d'atteinte du muscle, assez peu de sarcopénie. Donc, il semblerait qu'il y ait une adaptation pour que ces patients, quelque part, préservent un peu leur masse musculaire. Donc, on a utilisé ces patients comme source de nouveaux probiotiques. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on étudie le microbiote de ces patients, et ça a été fait dans le cadre de la thèse de Francisca Joly il y a maintenant plus de 15 ans, eh bien, on avait observé que la composition du microbiote de ces patients, notamment notre patient P0, mais également des patients d'une cohorte un peu plus large, ce microbiote était majoritairement constitué de lactobacilles, à plus de 90%. Alors que vous voyez, chez un adulte avec un tractus digestif complet et non réséqué, les lactobacilles sont plutôt en sous-dominance et chez ces adultes-là, il y a une prédominance des bactéroïdes, des clostridies, notamment les Clostridium leptum et les Clostridium cocoides. Je n'ai pas mise à jour en fait cette diapositive avec la nouvelle phylogénie des bactéries, mais ça date d'il y a assez longtemps en fait ces observations. De façon associée à une très très forte modification du microbiote de ces patients, eh bien, les métabolites qui sont produits par ces bactéries sont extrêmement différentes, notamment chez des sujets non malades, eh bien, il y a l'acétate, le butyrate et le propionate qui sont les acides gras chaîne courte majoritaires dans les matières fécales, et ça, on les a dosés notamment avec Nathalie, alors que chez les patients atteints de syndrome de Grelcourt, vous voyez qu'il y a une accumulation de lactate liée à la dominance de lactobacilles dans leur microbiote. Et il avait été également reporté par la littérature, et on l'a observé aussi de notre côté, que l'énergie apportée par le microbiote à l'hôte était supérieure chez les patients atteints de syndrome de Grelcourt par rapport à des personnes non malades. C'est-à-dire que tous ces lactobacilles fournissent beaucoup d'énergie à l'hôte, et c'est ça qui nous intéressait, pour se dire, eh bien, on va utiliser les matières fécales de ces patients, peut-être, potentiellement, comme des sources abondantes de lactobacilles qui pourraient avoir un intérêt santé. Alors, pour vérifier que le microbiote ou le lactobiote de ces patients pouvait envoyer des signaux à l'hôte, on a fait un transfert fécal. Donc, c'était il y a assez longtemps, ces manips sont assez vieilles, mais on a pris le microbiote de notre patient P0, donc les matières fécales, on les a transférées chez un rat axénique, c'est-à-dire dépourvu de microbiote, et notre rat porteur de lactobiote,
et on a vérifié déjà qu'il était bien porteur de lactobiote, que le microbiote de ce patient s'implantait, qu'il restait très très riche en lactobacilles. Et ce qu'on a observé, c'est que chez ce rat porteur de lactobiote, on a observé une augmentation de la concentration de GLP1 et également une augmentation de la leptine en comparaison d'animaux axéniques, c'est-à-dire non porteurs de microbiote, ou en comparaison d'un animal conventionnel, c'est-à-dire porteur d'un microbiote classique de rat. Et ça, c'est intéressant puisqu'on peut le mettre en vis-à-vis de ce qui est observé chez les patients. Et ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Laura Gilliard pendant sa thèse et avec notamment Joanne Le Bihan-Le Bellec. Vous voyez que chez les patients, eh bien, il est décrit, et on a participé à ça, une augmentation de GLP. En fait, vous voyez, ce qu'on retrouvait chez nos rats était à mettre en regard de ce qui est décrit chez l'homme. Donc, la conclusion, c'est que le microbiote qui était présent chez les rats contenait peut-être des souches intéressantes pour envoyer des signaux à l'hôte et notamment pour favoriser la récupération d'énergie. Donc, vous voyez, je résume. On a utilisé les matières fécales d'un patient, on les a implantées chez un rat par un transfert fécal, un rat axénique, et à partir des crottes de ce rat, eh bien, on a essayé d'isoler des souches d'intérêt, peut-être, qui pourraient aider à la récupération d'énergie, voire à une meilleure sensibilité à l'insuline, voire peut-être à une meilleure protection des muscles ou à une augmentation de GLP1, par exemple. Donc, on a isolé 60 souches à partir de ces crottes de rats qui, en gros, étaient réparties en 6 espèces. On a étudié leur capacité de croissance parce que des souches qui ne sont pas capables de se multiplier, c'est difficile d'envisager une application après industrielle. Donc, on a éliminé celles qui ne poussaient pas bien, on a éliminé celles qui pouvaient présenter des soucis d'innocuité, et ça, on l'a fait grâce à l'étude du génome. Donc, après avoir fait tout ça, eh bien, on a en gros récupéré 6 souches. On a sélectionné 6 souches qui vraiment poussaient très, très bien. Et une fois qu'on a ces souches, on s'est dit, ben, on va essayer de les cribler d'une façon fonctionnelle. Donc, on a fait une caractérisation fonctionnelle à partir de ces 6 souches. Et la première chose qu'on a faite, c'est de les incuber en présence de cellules intestinales, donc de 2 types, soit les STC1 qui ont la capacité, par exemple, de produire du GLP1, soit les HT29 qui sont des lignées cellulaires de type intestinal beaucoup utilisées dans les labos. Et ce qu'on a vérifié, c'est que ces 6 souches ne présentaient pas de toxicité vers les cellules intestinales. Ça répond encore à des caractéristiques d'innocuité. Et on a aussi vérifié que ces souches étaient assez neutres en termes d'inflammation, c'est-à-dire qu'elles n'induisaient pas, par exemple, une forte production de cytokines pro-inflammatoires. Aucune d'entre elles ne présentait une activité anti-inflammatoire. Mais ma foi, on ne cherchait pas ça, on cherchait plutôt des souches, surtout neutres en termes d'innocuité. Et après, on s'est dit, eh bien, on va essayer de travailler pour voir si ces souches ont un intérêt en termes fonctionnels et ont déjà la capacité peut-être de résider dans un tractus digestif. Pour ça, on a utilisé le modèle de Caenorhabditis elegans. Donc ça, c'est dans le cadre d'une autre thèse, celle de Muriel Giron. On l'a fait en collaboration avec l'unité de Christophe Chassard à Clermont-Ferrand. Et les Caenorhabditis elegans, en fait, se nourrissent de souches. C'est-à-dire que sur les boîtes de pétri, on étale les souches et on voit que les souches résident dans le tractus digestif du Caenorhabditis elegans. Et puis, on compte le temps de survie de ces Caenorhabditis elegans. Et on a également étudié la fragmentation du réseau mitochondrial musculaire pour voir si ces souches, par exemple, pouvaient modifier un peu ce réseau mitochondrial. Ce qu'on a observé, c'est que d'une part, ces souches étaient capables de s'implanter dans le tractus digestif du rat, donc sans toxicité, du ver, pardon, de Caenorhabditis, qu'elles préservaient aussi le réseau mitochondrial. Et ça pouvait nous faire penser peut-être à une activité de ces souches pour mieux préserver les muscles
notamment avec l'âge. Vous savez qu'il existe une sarcopénie liée à l'âge. Et donc, on s'est dit, bah, peut-être qu'en fait, ces souches qui permettent une très bonne survie sur le long terme du Caenorhabditis elegans, qui ne présentent pas de toxicité, pourraient également éventuellement participer à l'assimilation des protéines et, dans ce cas, à préserver un peu les muscles. Pour tester ça, on a sélectionné les 2 meilleures souches dans nos tests de Caenorhabditis elegans et on a passé ces 2 souches chez des rats âgés et dénutris pour simuler la population qu'on voulait cibler, c'est-à-dire la population de personnes âgées en dénutrition. Donc ça, on l'a fait en collaboration avec l'unité de nutrition humaine à Clermont-Ferrand, toujours dans le cadre de la thèse de Muriel Giraud. Et ce qu'on a observé, c'est qu'une des 2 souches, donc la 5663, était capable un petit peu d'augmenter l'insulinosensibilité de ces rats âgés dénutris et de préserver la masse musculaire de ces rats. Donc, les résultats de ces manips ont été publiés. Et donc ça nous a fait dire que peut-être que notre hypothèse de départ, eh ben, ma foi, prenait forme, c'est-à-dire que on avait réussi, en posant l'hypothèse que on voulait s'intéresser aux personnes âgées à risque de dénutrition, à utiliser un réservoir de souches tout à fait particulier qui pouvait répondre à notre attente. Et on a designé en fait, un processus de sélection pour pouvoir trouver une souche qui éventuellement permet la simulation des aliments et notamment des protéines via les muscles. Donc, vous voyez qu'à partir d'un patient P0 très particulier, un patient très rare, on a isolé une souche en utilisant des critères d'innocuité, d'efficacité, de croissance et dans un modèle préclinique avec toutes ses limites, ça reste un rat, mais du coup, on a pu breveter l'application de cette souche qui est que cette souche peut favoriser l'assimilation des aliments via une augmentation de la sensibilité à l'insuline et une protection de la masse musculaire en cas de dénutrition liée à l'âge. Donc, notre population cible, là, était bien caractérisée. Maintenant, il restait à déterminer comment on allait proposer cette souche. Et c'est là où la deuxième partie du projet arrive, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ben voilà, on a une population à risque de dénutrition qui est âgée. Comment on peut imaginer de favoriser en fait la consommation de probiotiques? Est-ce qu'on fait des compléments alimentaires? Il en existe déjà beaucoup et ce sont des personnes polymédicamentées. Ou est-ce qu'on pense différemment et on essaie de penser à un aliment microbien, c'est-à-dire un aliment à la fois riche en nutriments, mais également riche en probiotiques. Et c'est cette deuxième hypothèse qu'on a privilégiée. Alors, pourquoi on l'a privilégiée? Eh bien, parce que je vous ai dit, notre population ciblée est une population âgée à risque de dénutrition et donc de sarcopénie, c'est-à-dire de faiblesse musculaire. Vous voyez que ça concerne 2 millions de personnes en France, 43 millions en Europe, et que toutes les personnes âgées peuvent être à risque. 10% à domicile souffrent de dénutrition et entre 50 et 70% des personnes au-delà de 75 ans qui quittent l'hôpital sont à risque de dénutrition. Alors, comment on peut expliquer ça? Eh bien, déjà par la perte d'appétit de ces personnes qui est souvent liée à une perte d'autonomie et à un isolement social. Et puis aussi parce qu'il y a un besoin physiologique en protéines qui est accru. En théorie, les personnes âgées doivent consommer de 1 à 1,2 g de protéines par kilo et par jour. Or, en réalité, la consommation est estimée à 0,8. Donc, vous voyez qu'il y a un décalage entre le besoin en protéines et le niveau de protéines apportées par l'alimentation, notamment dû à une perte d'appétit. La vie est ainsi faite. Plus on a besoin de protéines, moins on a envie de manger et moins on a envie de manger de viande. Et de plus, le microbiote fragilisé de ces personnes âgées, notamment dû à la polymédication, dû à des environnements très aseptisés,
est due aussi à un appauvrissement de la diversité de l'alimentation. Ce microbiote est donc très appauvri, il perd en diversité et donc il perd également en efficacité de digestion. D'où l'idée d'apporter des aliments qui vont être à la fois riches en nutriments et en probiotiques. Alors cette idée-là, eh bien, elle a émergé en 2020 et en fait, entre 2020 et 2023, eh bien, ça a été une période pour oser penser, pour sortir du labo aussi. Hein, ça faisait plus de 35 ans que j'étais une petite souris de laboratoire, pour me former. Et donc ça, ben, je l'ai fait dans un incubateur très généraliste, qui est un incubateur public. Et cette formation a été notamment en partie payée par l'INRAE. Et pendant toutes ces années, eh bien, on a construit et concrétisé en fait cette volonté d'apporter des probiotiques sous forme d'aliments bons, faciles à manger, quantifiables pour les médecins, pour savoir combien les gens en consomment, et pour les apporter dans les parcours de soins et de santé. Et vous voyez que ça s'est accompagné d'une volonté aussi d'initier une aventure professionnelle avec un nouveau développement personnel. Et donc, c'est la raison pour laquelle je passe maintenant 40% de mon temps en concours scientifique pour la start-up qui s'appelle Carambuche. Car pour Care et M pour le microbiote et Bouche parce qu'on travaille avec l'alimentation. Et donc, l'ambition de Carambuche, qui est de créer les premiers denrées alimentaires à des fins médicales spécialisées, donc des DAD-FMS, riches en probiotiques, en France, et de les faire consommer en France et de les vendre en France. Donc, ces aliments, eh bien, il faut qu'ils soient hyper protéiques, hyper énergétiques, pour répondre aux recommandations et à la réglementation de la HAS, donc riche en protéines. Il faut notamment apporter au moins 30 grammes de protéines en plus des repas par jour. Au moins 400 kilocalories, donc pour l'instant on n'y est pas encore, vous voyez. Et nous, on dit il faut non seulement apporter les nutriments, mais également les probiotiques. En gros, les nutriments, ça sert d'essence, les probiotiques, c'est le moteur. Et donc, en faisant nutriments plus probiotiques, on a le combo essence plus moteur. C'est ça le pari de ces aliments. Et donc, on va les dessiner pour avoir une recommandation d'usage de consommer 20 carambouchés par jour, tout au long de la journée. Ça peut être 3 le matin, 3 l'après-midi, 4 le soir. Et de mettre des probiotiques équivalents à peu près à 10 yaourts, donc à peu près à 10 puissance 10 probiotiques par bouchée. Et comme ça, on pourrait manger efficace en apportant 30 grammes de protéines en 20 bouchées, 250 kilocalories en 20 bouchées et des probiotiques. La texture de ces aliments, on a voulu qu'elle soit adaptée au manger-main parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont âgées, voire très, très âgées. On a travaillé avec des personnes de plus de 100 ans. Et donc, il faut qu'on puisse les manger à la main et qu'elles fondent dans la bouche pour toutes les personnes qui ont des problèmes pour manger, pour mâcher, pour mastiquer. Et cette texture adaptée au finger food, au manger-main, favorise l'autonomie également et réduit le gaspillage, hein, parce que s'ils n'ont pas envie de manger les 20 bouchées, ils en mangent 2, mais au moins, on ne jette pas les autres. Ces petites carambouchées sont toutes petites. Elles pèsent entre 8 à 10 grammes, ce qui permet vraiment de grignoter, en fait, de manger souvent et d'apporter les protéines et les probiotiques eh bien, sans avoir le sentiment de manger. Et ça s'adresse à des personnes qui ont perdu l'appétit. Alors, on est en train de les finaliser, en fait, pour qu'elles soient faciles à préparer. C'est-à-dire qu'on conçoit une poudre qui est riche, et cette poudre, eh bien, elle sera reconstituée avec de l'eau dans les cuisines des établissements, donc soit des hôpitaux, soit des EHPAD, par exemple. Et les bouchées vont être reconstituées dans les cuisines et ensuite soit conservées à -20 ou à 4 degrés, en sachant qu'elles se consomment à température ambiante. Alors, comment on a fait pour designer ces aliments? Eh bien, en fait, de façon assez pragmatique, parce qu'en plus, on était en 2020, donc en plein Covid, eh bien, on a téléphoné à des EHPAD et on a trouvé un EHPAD qui nous accompagne d'ailleurs, hein, sans relâche depuis ce temps-là, et qui a dit, ben, moi, je crois en ce projet,
parce que il travaillait déjà un petit peu sur l'alimentation texturée. Et il nous a mis, ce directeur d'EHPAD nous a mis à disposition du temps de cuisinier. Donc, entre guillemets, on a travaillé avec les cuisiniers de cet EHPAD pour essayer de créer les premières finger food qui étaient riches en protéines, parce qu'on n'avait pas encore le probiotique à l'époque, enfin, on ne l'avait pas industrialisé. Enfin, et ils ont travaillé les recettes. Ils ont travaillé pour qu'elles soient fondantes, faciles à attraper, etc. Et grâce à ces cuisiniers, on a produit 18 000 carambouchés. On a pu les distribuer dans 4 EHPAD et un établissement de soins de suite. On a fait une évaluation qualitative pendant des après-midi, en fait, où on travaillait sur les bouchées, des évaluations quantitatives, où on a distribué 20 mangez mains par jour, enfin, à 60 personnes pendant 15 jours. Et ça a été notre premier test de sensorialité pour savoir si l'idée de finger food dans des EHPAD était acceptée, était mangée, était appréciée par les consommateurs. Ce qu'ils nous ont tous dit, c'est oui, c'est bon, c'est même vraiment bon, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est très bon, mais c'est très moche. Et donc, mettez des couleurs, parce qu'à l'époque, elles étaient toutes comme ça. Et donc, on a retravaillé depuis pour passer à des carambouchés très colorés, pour qu'elles donnent envie. Et vous voyez qu'il y a à peu près 3 à 5% des personnes qui refusent de manger à la main. Donc, clairement, il y a voilà, entre 3 et 5% des personnes qui ne veulent pas manger comme ça. Donc, quel est le positionnement de nos aliments? Bien, quand on se place en fait dans l'échelle de temps de la perte d'appétit à la dénutrition sévère, il y a déjà des conseils nutritionnels et des aliments fortifiés qui sont présents sur le marché ou qui sont faciles à mettre en œuvre dans les établissements, comme par exemple à mettre du gruyère dans la soupe ou des choses comme ça. Nous, notre objectif, c'est de nous placer dans les stratégies de compléments nutritionnels oraux, donc qui sont des denrées alimentaires à des fins médicales spécialisées, donc qui seront prescrits par un professionnel habilité. Et clairement, on veut développer des DAD-FMS avec une innovation d'usage sous forme de finger food, ça c'est une innovation d'usage, et avec une innovation technologique qui est de l'enrichissement en probiotiques. Donc clairement, la réglementation, en fonction de ce qui régit en fait la réglementation des aliments, nous on se positionne dans les CNO et donc les denrées à des fins médicales spécialisées. Alors, vous voyez que de l'étude du patient jusqu'au brevet et jusqu'à la formation dans un incubateur et la création de Carambouche qui a eu lieu en 2021, bien en gros, il a fallu 15 ans et différents financements, des financements par la Société savante de nutrition clinique et métabolique, des financements par l'INRAE, des financements par Carnot Aliments, par la SAT et maintenant par l'ANR avec un nouvel ANR avec Joanne qui continue à étudier ces souches. Donc, vous voyez que tout ça, ça s'est passé autour d'une valorisation académique assez classique où on a décrit ces différentes étapes. Ça a permis de faire 4 thèses qui ont toujours été en collaboration entre l'INRAE, la PHP et l'INSERM. On a déposé un brevet sur une des souches et un deuxième brevet sur une autre souche qui est déposée, donc ça fait 2 brevets. Il y a eu l'émergence de la start-up Carambouche qui a été créée en 2021 et on espère avoir un impact sociétal en créant des emplois, donc on en a créé un en 2024 et surtout en essayant de développer des aliments, des compléments nutritionnels oraux riches en probiotiques. Et là, il y a un petit défi réglementaire, parce qu'il faut que ce soit accepté par les agences réglementaires, par exemple. Donc, pour Carambouche, bien, le temps long du probiotique est un peu raccourci, puisque l'histoire de Carambouche a commencé en 2020, je vous ai dit, par l'idéation et l'incubation à l'incubateur. Et puis après, on a créé Carambouche en 2021 grâce à un prix du réseau Entreprendre. Donc, ce sont des prêts d'honneur, en fait, donc ils nous prêtent de l'argent pour commencer à développer l'activité. On a été lauréat de iLab French Tech Emergence
ce sont des subventions qui nous ont permis, par exemple, de faire le premier test de sensorialité dans les EHPAD, celui dont je vous ai parlé. En 2023, on a été lauréat du concours d'innovation iLab qui nous permet de construire en fait une première étude clinique qu'on va faire dans 4 services de la PHP à Paris. Et ça, c'est financé entre autres par iLab. Vous voyez qu'en 2024, eh bien, on a beaucoup travaillé sur le statut réglementaire, donc comment se positionner et comment préparer en fait les dossiers pour que les finger food soient acceptés comme avec le statut de DAD-FMS. Et on travaille donc sur le design de l'étude clinique pour pouvoir déposer un CPP, on espère, avant la fin 2024. Vous voyez que maintenant, après toutes ces étapes, eh bien, on est en train de préparer tous les dossiers nécessaires à une levée de fonds pour essayer de convaincre des investisseurs que eh bien, ces aliments peuvent avoir un avenir et un marché surtout. Donc, ce qui, moi, m'intéresse, en fait, dans le fait que je travaille pour 40% de mon temps, je dédie 40% de mon temps avec l'accord de l'INRA et pour Carambouche. Ce qui m'intéresse, c'est de développer la position de Carambouche à l'interface entre le labo et la société. Et notamment, je vous ai dit que on commence à travailler sur le protocole d'une première étude clinique qui va concerner les carambouchés riches en protéines et en probiotiques. Mais vous voyez qu'on est également partenaire de 2 autres études cliniques. Une dans le cadre d'un ANR qui travaille sur les aliments et la standardisation en fait de la texture des aliments compatibles avec des dysphagies. Et en fait, les partenaires de cet ANR cherchaient des partenaires industriels pour avoir des aliments texturés. Il leur manquait des aliments texturés, on va leur fournir les carambouchés. Donc ça c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet d'utiliser les carambouchés pour standardiser et objectiver la texture des aliments compatibles avec des dysphagies. Et la troisième étude clinique pour laquelle nous sommes partenaires, eh bien, c'est avec une équipe de l'INSERM qui a rebondi sur le concept des carambouchés en disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que les carambouchés, elles sont quantifiables. Si on en donne 20 à une personne dans la journée, à la fin de la journée, on en récupère 10, donc on sait exactement ce que les personnes ont consommé. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé en travaillant sur les carambouchés, sur l'isolement du probiotique, mais en relation donc, avec cette équipe de l'INSERM, eh bien, du coup, on a travaillé sur d'autres carambouchés, notamment riches en prébiotiques. Donc, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et si, évidemment, vous avez des idées ou si vous pensez à des protocoles cliniques dans lesquels les carambouchés pourraient avoir un intérêt, et évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Et vous voyez qu'il y a aussi 2 projets de recherche dans lesquels nous sommes impliqués pour travailler sur la digestibilité des protéines dans cette structure texturée, en fait, dans ce contexte de texture riche en protéines, et pour travailler encore sur la texture et la standardisation de cette texture. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, mais vraiment, je suis prête à répondre à toutes vos questions. La dernière diapo est une diapo qui est en cours de réflexion, mais ce que je trouve intéressant en fait dans ces stratégies de valorisation et de transfert, c'est d'essayer de faire le lien entre ce qu'on souhaite, un effet santé, entre des consommateurs en utilisant leur profil, leurs préférences, leurs attentes ou leurs limites physiologiques. Là, quand on a affaire à des gens de plus de 100 ans, voilà, c'était super émouvant d'aller dans des EHPAD et de voir des personnes qui ont autant de difficultés à mâcher, à ouvrir la bouche, etc. Donc, il faut concilier tout ça. Il faut concilier le corpus de connaissances qu'on a, notamment autour du microbiote ou de la nécessité, par exemple, d'enrichir des aliments.
Mais également, évidemment, il faut respecter les recommandations des agences sanitaires, des sociétés savantes, notamment par exemple les sociétés savantes de dénutrition clinique. Il faut également bien intégrer la réglementation qui est faite par les législateurs et du coup, essayer malgré tout de développer des innovations. Donc la question, elle est un peu bateau, mais c'est vrai, comment on peut essayer de glisser de l'innovation dans ce contexte en fait qui est contraint, et ça c'est très bien que ce soit contraint par les recommandations et la réglementation, mais où il y a aussi des attentes en fait de la part des consommateurs ou des aidants ou des familles, par exemple là, des personnes âgées. Et donc là, vraiment, je pense qu'il y a des allers-retours qui sont intéressants entre les recommandations, la réglementation et l'innovation. Et je suis convaincue que les produits innovants, quelque part, peuvent influencer les recommandations futures, peuvent influencer aussi et peuvent nourrir le corpus des connaissances et peuvent éventuellement répondre à des acteurs du parcours de soins et aux consommateurs finaux. Donc c'est un peu ambitieux, mais c'est essayer d'allier tout ça, en fait, d'allier toutes ces flèches. Donc cette diapositive, je vous la présente, mais elle est encore un petit peu en construction, mais, même dans ma tête, mais voilà, l'intérêt aussi de ces projets-là, c'est de se poser ce genre de questions et d'essayer de se positionner dans cet écosystème assez complexe. Je vous remercie pour votre attention. J'ai noté le nom des gens que j'ai essayé de mentionner, et puis aussi tous les financeurs en fait, et tous les gens de l'équipe de l'équipe probiote et du groupe en fait santé digestive et respiratoire qui sont très aidants et très supportives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Muriel. C'était très, très clair et on a presque envie d'en acheter. Moi, c'est la clinicienne qui parle ou quand je fais la visite le week-end, nous, on gère un service aussi de gériatrie et donc on aurait envie de pouvoir proposer un petit quart-en-bouche à nos patients le week-end. Donc, nous allons tout de suite regarder dans le Q&A s'il y a des questions. Je vais poser la première et Nathalie, je pense, la suivante. Donc, il y a une question de Marie-Christine Multon. La souche probiotique colonise-t-elle le microbiote des consommateurs? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Je sais elle vient d'un tractus digestif humain, puisqu'elle était dans les selles humaines, et elle a été capable de coloniser le tractus digestif d'un rat, et également de coloniser le tractus digestif d'un ver. Voilà. Je n'en sais pas plus. Et si on... j'ai peu d'espoir de retrouver cette souche facilement dans le microbiote, dans les selles de personnes, parce que ce sont des lactobacilles. Déjà, les lactobacilles, quand on les récupère dans les selles, elles sont abondantes à moins de 1%. Ce ne sont pas les espèces les plus abondantes. Je pense que c'est des souches qui seront très abondantes dans le haut du tractus digestif et on n'y aura jamais accès. Donc, j'ai peu d'espoir de les retrouver dans les selles des personnes âgées, mais quelque part, ça ne voudra pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes, en fait. Voilà. J'espère avoir répondu. Mais on essaiera quand même de voir si la consommation de carambouchés peut favoriser, par exemple, une meilleure diversité du microbiote. Je vais prendre un petit peu la suite, et ce qui laissera peut-être le temps de poser un certain nombre de questions. Je voulais vraiment te remercier, Muriel, parce que je pense que on ouvre cette série de webinaires avec un point qui est important et un certain nombre de ruptures finalement dans notre recherche. Et comme tu l'as dit, on est vraiment là dans la transmission. Alors j'ai dit tout à l'heure bench to bed, ce serait plutôt bench to table. On est vraiment dans la sortie de nos laboratoires pour aller directement répondre à des questions de société et comme tu l'as montré à la fin, questions de société qui nous conduisent à remettre en cause même un certain nombre de dogmes et puis à poser des questions aux législateurs parce que
la science avance vite avec des nouvelles catégories de probiotiques qu'on va essayer de choisir finalement en fonction des besoins propres et non pas utiliser des souches qui existent. Et là, avec un réservoir qui est vraiment très original, hein, puisque tu es parti d'un patient qui était porteur d'un grêle court. Donc une situation clinique qui est extrêmement étonnante, extrêmement particulière pour arriver à un besoin qui est très large, hein, puisque comme tu l'as dit, c'est une couverture importante. Donc je crois vraiment que la dynamique de cette recherche et le contexte dans lequel il a été mis en place est passionnant et c'était très très bien de pouvoir ouvrir cette session de séminaire avec cette présentation. Alors, je vais me taire et puis je vais me faire le porte-parole de Tiffaine Leroy et je vais te poser la question qu'elle évoque. Bonjour Muriel, j'ai cru comprendre que le lactobacille était lyophilisé et est-ce qu'elle pose donc la question de savoir s'il y survit bien et est-ce que tu sais comment il interagit avec la matrice alimentaire des bouchers? Ouais, alors oui, le probiotique sera lyophilisé. Oui, on a de la chance, il survit bien à la lyophilisation. Maintenant, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y survit longtemps, tu vois, Tiffaine, c'est-à-dire au-delà notamment de 6 mois ou d'1 an, parce que sinon c'est très compliqué de recommencer des productions, des lyophilisations tous les 3 mois, par exemple. Et donc ça, eh bien, on ne peut pas compresser le temps. Donc, notre probiotique a été lyophilisé en juillet. Et donc, pour l'instant, on sait qu'il survit bien, mais je ne sais pas s'il survit longtemps. Et j'aurai la réponse en janvier, au moins pour les premiers 6 mois. Voilà. Et maintenant, comment il se comporte dans la matrice? Donc, on sait qu'il se survit bien aussi dans la matrice. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Carambouche, les bureaux de Carambouche sont dans un incubateur spécialisé qui s'appelle le Fooding Lab, donc à Agro-Paris-Tech sur le plateau de Saclay, où il y a une cuisine expérimentale. Et donc, on peut faire des manips, en fait. On peut faire des bouchées, on peut, voilà. Et donc, grâce à cette cuisine expérimentale, on a fait des bouchées avec le probiotique et on a vu que le probiotique survivait bien au procédé de fabrication des bouchées. Et est-ce que le probiotique, par exemple, favorise l'assimilation des protéines dans cette texture? Eh bien, ça, c'est ce qu'on va étudier avec des digesteurs artificiels avec un labo INRAE à Rennes. Et je compléterai un petit peu. Est-ce que l'interaction du probiotique avec la matrice alimentaire va modifier le profil métabolomique du probiotique? Je ne sais pas. D'accord. Il y a beaucoup de Vous- choses à faire, mais là, j'ai zéro info. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un suivi finalement de l'évolution de ces carambouches un petit peu au cours du temps? Alors, on sait qu'elles résistent très très bien à la congélation. C'est-à-dire que quand on les dilue, on met de l'eau chaude, ensuite elles prennent en masse, en fait, hein, tout simplement à 4 degrés ou à -20, et elles résistent extrêmement bien à la congélation. Ça, on a beaucoup travaillé l'aliment. En fait, moi, je ne sais pas, hein, la science de l'aliment, je ne savais rien faire là-dessus. Donc, on a travaillé avec un prestataire qui sont des prestataires, en fait, des sociétés spécialisées là-dedans. Donc, si on leur dit on veut un aliment texturé, qui résiste bien à la congélation, etc., ils nous aident, en fait. Et enfin, c'est des prestations, hein, et ils nous aident pas gratuitement. Et donc, nos carambouchés résistent très, très bien à la congélation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrusion d'eau, par exemple. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je sais pour l'instant. On va continuer un tout petit peu dans ce domaine parce que justement, ça titille un petit peu tout le monde. Il y a Oui. Michel Chabert qui te pose une question sur le fait donc de te remercier bien évidemment sur cette longue recherche et qui pose la question. Ah, je t'entends plus. J'entends plus. Je vous entends En plus. Elle effet, dit que c'est un problème récurrent. ah, Ah, on ne t'entendait plus, Nathalie. Ah, je reposais ma question. mm. Je crois que j'ai peut-être des petits problèmes de connexion. Ou alors, Sophie, est-ce que tu peux te faire le porteur de la question de Michel Chabert?
Oui, tout à fait. Je vais la lire. Merci. Donc, la question de Michel Chabert était: merci pour cette longue recherche pour le bien des aînés. Malgré la diversité des couleurs et peut-être des formes, allez-vous aussi modifier les goûts pour éviter la lassitude des consommateurs? Mhm. Alors, pour l'instant, quand on a fait le premier test avec les cuisiniers, nous avait fait 16 recettes, ce qui est pas possible de développer avec peu d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant. On n'avait pas assez d'argent. Donc, à partir des commentaires des personnes qui ont mangé, des consommateurs, on a sélectionné 4 recettes. Donc, les 4 recettes ont 4 saveurs différentes. Donc, il y a les fraises, il y a citron amande, il y a café whisky et spéculoos caramel. Donc oui, on a vraiment travaillé les goûts et les saveurs avec les cuisiniers d'EHPAD. Ce sont des gens qui travaillent depuis 30 ans dans un EHPAD. Ils savent ce que les gens aiment. Ils avaient proposé 16 recettes et on a sélectionné les 4 premières, celles qui sortaient le plus, en fait, en termes d'appréciation. Mais évidemment, après, on peut imaginer toute une diversité. Et là, il faudra travailler avec des cuisiniers, des gens qui savent faire, en fait. Mm. Mais les couleurs, c'était vraiment une demande très, très forte, en fait. Mm. D'accord. Je ne sais pas si Nathalie arrive à reparler ou si ça capte, mais il y a une autre question en attendant qui est arrivée de Elisabeth Menu. Oui, je la Mm, mm. vois. Je la vois, en fait. Ah, d'accord. Si tout va bien, envisages-tu une application en dehors de la France? C'est trop compliqué. Oui, oui, clairement, on envisage. Alors, tu as raison, si tout va bien, parce que si par exemple, on ne trouve pas d'investisseurs, eh bien, clairement, l'aventure s'arrêtera là. Donc, là, c'est un peu comme un projet de recherche, en fait. On est toujours fragile et toujours soumis à des financements ou à une réglementation qui change et qui peut changer beaucoup, enfin, qui peut modifier vos plans, etc., etc. Donc, notamment, je pense à ça parce que en décembre 2023, la réglementation sur la vente des DAD FMS s'est durcie. Et donc, les DAD FMS, par exemple, ne peuvent pas être vendus par des professionnels non habilités, par exemple. Donc, vous voyez que ben ça change beaucoup de choses éventuellement dans un business plan. Donc, si tout va bien, en effet, ça c'est important. Envisages-tu une application en dehors de la France? Oui, tout à fait. On envisage notamment dans un premier temps certains pays européens qui consomment facilement des probiotiques et qui ont une population âgée et un pouvoir d'achat plutôt acceptable. Enfin, voilà. Donc oui, en effet, et ça, ce sera envisagé à partir de 2027. En tout cas, dans notre business plan maintenant. Alors, ouais, je ne vois pas d'autres questions. Oh, Peut-être que Nathalie, tu en avais. non, j'ai pas d'autres questions, mais comme tu le disais en début de présentation, je pense que ces échanges risquent de susciter, comment dire, une adhésion et des questions ultérieures. Donc, de toute façon, tout le monde sait comment contacter Muriel à l'INRAE pour Oui, n'hésitez justement pas. partager sur cette question-là. N'hésitez pas. Et si vous avez des idées de protocoles, d'études cliniques, n'hésitez pas. Il y a une dernière question qui est arrivée dans le Q&A, Nathalie, si tu veux la lire. Alors, tout De à fait, Christ. question de Christelle Maillet, qui là aussi te remercie, Muriel, et bravo pour ce projet tellement important pour nos seniors et aussi pour les aidants. Envisagez-vous d'inclure à terme des fibres dans les bouchées, les fruits, les légumes ou les céréales étant moins consommés chez nos aînés? Cela pourrait impacter la texture des bouchées, point d'interrogation. Alors, pour l'instant, les bouchées avec fibres qu'on a faites, c'est pour le projet avec l'INSERM. Donc, en effet, la texture est très différente et elle ne pourrait pas, par exemple, convenir à des personnes âgées, mais le labo INSERM ne ciblait pas les personnes âgées, en fait. Il ciblait des adultes dénutris, mais non âgés. Donc, voilà, en effet, là, il- on pourrait développer, on peut tout imaginer, mettre des fibres, mettre de la vitamine D, etc. Mais à chaque développement, en fait, c'est du temps, c'est du travail, c'est de la réglementation, c'est des recommandations, etc. Donc, voilà.
dans l'idée, pourquoi pas. Dans l'application, je ne peux pas dire quand, en fait. Bon, on en a déjà fait, hein, du coup, un peu des riches en fibres. Ça marche très bien. Je pense que c'est vrai que ça suscite quand même beaucoup d'idées. Pour compléter, une bouchée qui serait enrichie en fibres, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour revenir à la question de Tiffaine, une interaction, un métabolisme à partir de Mm. ces probiotiques, hein, qui sont des lactobacilles, donc dont on sait très bien qu'ils ils vont avoir une appétence à fermenter ces composés? Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis toutes les idées, elles paraissent. Enfin, c'est évident, vous avez raison, toutes ces propositions, elles sont intéressantes, mais malgré tout, derrière chaque proposition, il y a des projets de recherche, il y a des choses à vérifier, donc il y a de la réglementation, il y a voilà, euh, donc, donc voilà, je peux pas vous dire ah oui tout de suite on les fera demain en fait, c'est pas possible. Euh, mais en revanche, bah, une fois de plus quoi, si vous avez des idées de PHRC, où on pourrait tester des choses, mais voilà, nous, on est vraiment motivés pour développer ce genre de finger food. À l'hôpital, on connaît tous hein, des DAD-FMS, les compléments nutritionnels oraux, là, sous forme de petites bouteilles, voilà, donc, qui sont très efficaces d'ailleurs. C'est d'une efficacité absolue, sauf que les personnes âgées, quand elles mangent que ça, elles se lassent en fait. Donc, c'est juste, notre ambition, elle est d'apporter des microbes et de la diversité. Un peu de couleur, un peu de fun et des microbes. Avec un peu d'alimentation plaisir. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va clore cette séance. C'était vraiment super intéressant et comme dit Michel Chabert, hein, nous attendons les carambouchés avec impatience. Oui. Donc, une très très belle introduction à ces webinaires de la FHU. Encore une fois, des possibilités d'interaction avec Muriel Thomas, il ne faut pas hésiter. Et puis, ben, on continuera le programme, la prochaine réunion, je crois, dans 15 jours, en parlant cette fois-ci de sujets très différents, puisqu'on va revenir sur une formulation, mais cette fois-ci une formulation adaptée de transplantation de microbiote. Donc un domaine assez différent, transplantation de microbiote fécal. Oui, En tout c'est cas, je plus remercie tout le monde de l'ordre du et métier. Muriel, un grand merci pour ta participation et ton soutien toujours présent au niveau de cette FHU. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Sophie. Au revoir. Merci.